Nous allons commencer à la ligne 8. Excusez-moi un petit instant, Ludovic. Anne, vous y arrivez? Non, non. Alors, ne paniquez pas, éteignez les autres fenêtres. Réduisez les autres fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer. Mais j'entendrai, si je ne sais pas vous voir, j'entendrai. Ah, il faut lire, non. Ah oui, il faut lire, oui. Ah, Oui, il y a le texte. Donc, Anne, qu'avez-vous devant vous? Qu'avez-vous devant vous? De nouveau, réunion Zoom dans le cloud. Ah. Et on me demande mon adresse mail. Et je vous mets en vignette sur le côté, mais sans pouvoir agrandir. N'essayez pas de cliquer sur Zoom, justement. Et plutôt en haut à droite. Donc, éteignez, enfin, réduisez cette fenêtre. Voilà. J'ai réduit la fenêtre. Qu'est-ce que vous voyez? Toujours la petite vignette et puis quitter la vidéo minimisée. Ah, la voilà. Merci. Voilà. Voilà, nous pouvons commencer, Ludovic. Merci. Je commence. Eh bien, nous commencerons dans 5 minutes à la ligne 8. Avant ça, je rappelle ce que nous avons fait la semaine passée. Ah, je croyais que c'était en commençant à la page 38 la semaine passée. Le premier mot de la page 38, c'était le mot la signification. Je souligne cela parce que Lévinas y employait le mot signification de manière forte, aussi forte que possible. Par le mot signification, c'était la portée forte d'une parole. Le sens, on verra aujourd'hui. Ludovic, pouvez-vous parler un peu plus distinctement? J'ai du mal. Mais je vais éteindre le micro des autres participants parce qu'on a un petit parasite, donc ne vous en faites pas, ça va aller. Voilà, Ludovic, vous pouvez y aller. Donc je vous parlais du premier mot de la page 38 qui était le mot signification que Lévinas employait de manière hyper forte, là sans le dire, il faut le deviner. C'est le mot signification dont nous allons voir ce matin qu'il doit dans plusieurs cas être remplacé par le mot sens. La signification, c'est le minimum comme signification, excusez, tandis que le sens, c'est toujours une surprise, c'est un événement, c'est grand. Eh bien, ici, le mot signification, le français mêle les deux, le mot signification vaut pour sens. Et le sens, disait la page 38, la signification forte, donc le sens d'une parole, d'un discours, disait Lévinas, du langage, c'est la présence d'une extériorité. Je le dis solennellement parce que c'est solennel, c'est le principal de toute cette page, c'est un résumé de tout le livre. Je vous rappelle que le mot extériorité figure dans le sous-titre du volume que nous lisons, sous-titre, et c'est sur l'extériorité. Donc, pour Lévinas, c'est un mot tonitruant. Le principal d'une parole ou d'un discours, c'est la présence d'une extériorité, la présence de quelqu'un qui est autre. Ludovic, excuse-moi, Ludovic, excuse-moi, nous avons un plaisantin parmi nous. Est-ce que je peux vous demander si quelqu'un connaît un certain Jean Hendrix? Jean Hendrix, oui, on a déjà vu. D'accord. J. Pascal? C'est moi. Oui, c'est moi. Qui ça? Oui, c'est moi. Ok, d'accord. Je ne suis pas plaisantin, mais je viens de m'inscrire. Oui, non, mais il n'y a aucun souci. Par contre, il y a... D'accord, voilà, merci. J'ai un plaisantin qui me fait des grabouillages sur l'écran. Il y a des gens qui s'amusent à des bêtises et voilà. Probablement, ils sont très forts en informatique, mais ils n'ont pas dépassé comment dirais-je, le jardin d'enfants au niveau donc de la maturité. Eh oui. Voilà, c'est bien ça. Voilà, à part ça, je ne vois personne d'autre. Voilà, j'accepte Jean Hendrick. Et si vous permettez, je vais éteindre la page et la recommencer. D'accord. À toi, Ludovic. Oui, mais voilà, ça tombe très bien. Je vous rappelais une affirmation solennelle de Lévinas. Nous avons eu plusieurs minutes pour la laisser résonner en nous avant de continuer. C'est providentiel comme interruption. Merci à Luc. Allez.
C'était donc la présence d'un autre qui était l'événement tonitruant du fait de parler à quelqu'un. Quelqu'un d'autre, tellement autre que si j'y mêle quoi que ce soit qui vient de moi, qui est subjectif, qui vient du même, dirait Lévinas, alors ce n'est plus un autre, c'est un morceau de moi et je rate sa différence, je rate le plus précieux. Devant l'autre, donc, je suis obligé d'être objectif à 100%. D'où la blague philosophique sur laquelle on terminait ces deux pages. On terminait la chose la plus objective, c'est le sujet. Le comble de l'objectivité, c'est le sujet. Il y a de quoi rire philosophiquement parlant. Ça, c'était pour la page 38-39. Nous avons aussi vu les pages 48-49. Il y avait chez cet autre dont nous parlons, cet autre dont l'extériorité est si formidable, il y avait un visage, bien entendu. Et ce regard, en haut de la page 48, c'était un regard au centre du visage qui supplie et qui exige, ligne 1. Et donc, disait Lévinas, reconnaître l'autre, c'est lui donner ce qui lui manque. Donner, c'était le mot-clé de ces deux pages. Lui donner de l'intérêt, de l'importance pour laquelle il supplie textuellement. Lui donner donc le temps, beaucoup de temps, et l'argent que ça représente, sans quoi je ne le traite pas autrement qu'un objet. Et ma reconnaissance est un jeu intellectuel. Je me rappelle à ce propos, excusez, une réaction de Madame de Gaulle, qui était présidente d'ATD Carmonde à cette époque-là. Un journaliste lui dit à une réunion, mais à ces pauvres, nous donnons un logement et de la nourriture, qu'est-ce qu'il leur faut d'autre? Et Madame de Gaulle, Geneviève de Gaulle, je crois, de répondre, monsieur, c'est cela que je donne à mon chien aussi. Un logement et la nourriture. Reconnaître de l'autre qui est autre dès que je parle, dès qu'il y a un partage de mots, dès que j'emploie pour autrui, dès que je parle, dès que j'emploie pour autrui les mots des autres, dès que je fais cela, eh bien l'universel est en route, la parole est en puissance, valable pour tout le monde doit pouvoir reconnaître sa pertinence. Et en passant, nous avons vu que ce passage à l'universel, dès que je parle, c'est pour tout le monde, ce passage à l'universel rappelait la querelle des universaux, qui est un classique en philosophie, et où on affirme, où on apprend qu'il n'existe que des choses particulières, individuelles, mais que grâce aux mots et à leur vocation universelle, je peux classer et ranger ces choses particulières et qu'il reste particulières, mais je peux les ranger sous des étiquettes et des concepts, comme disait Lévinas, des concepts qui sont des termes généraux, qui sont bien sûr des abstractions, mais dont le caractère artificiel peut être utile, caractère artificiel qui aurait transité, avons-nous vu, par l'argent, l'argent qui est valable pour toutes sortes de marchandises. L'argent est abstrait, comme on dit en français, il n'a pas d'odeur. En passant, l'universalité des mots mettait en route la communauté, c'est à la ligne 38, page 48, la communauté des biens de ce monde. Ce passage, cet emploi des mots potentiellement universels, limitait donc mon droit sur ma propriété privée. C'était au cœur de la page 48. Et on terminait page 49, en constatant, Lévinas constatait, je peux refuser cet accueil de l'autre. Je peux passer outre. Je peux ignorer son visage, c'est-à-dire le tuer. D'où la page 56 que nous allons lire maintenant, où Lévinas va parler à plusieurs reprises de la honte qui s'attache à cette liberté qui peut tuer.
page 56, ligne 8. 56, pardon, ligne 8. Je lis, nous lisons, ligne 8, c'est l'accueil d'autrui, le commencement, l'origine de la conscience morale. Dès lors, le début de la différence entre l'homme et l'animal, le début de quelque chose d'humain, c'est l'accueil d'autrui, tout commence là. C'est le commencement, le démarrage de la conscience morale, ligne 9. Et ce commencement de ma conscience morale met en question ma liberté. Qu'as-tu fait de ta liberté? Alors, attention, ne vous excitez pas sur le mot liberté. Lévinas le prend de manière toute simple, c'est la faculté que j'ai de décider, de choisir. Vous aurez ça à la page 59, à la ligne 16. Par la liberté, on veut dire que je me possède, je me domine. Et nous aurons à la page 60, à la ligne 23, la liberté, c'est une possibilité de rompre et de commencer. Une possibilité de rompre et de commencer. Voilà, ça c'est indiscutable, c'est ce que je fais toute la journée. Je décide, je romps, je commence, j'arrête. Alors on ne regarde pas du côté de toutes les causes de cette liberté, de ses antécédents, ses conditionnements. Là, je décide, Lévinas se contente de cela. Mais cette liberté de choisir, de décider par moi-même, est ici mise en question, ligne 9, par l'accueil, la présence d'autrui, cette expérience de l'extériorité dont on avait parlé. Cette façon de se mesurer, de se comparer à la perfection, je suis à la ligne 10, cette façon de se mesurer à la perfection de l'infini. Vous laissez tomber le mot infini pour le moment, on le retrouvera tout plus tard, ça il s'expliquera, pour le moment il nous gêne. Cette façon donc de se mesurer, de se comparer à une personne. Ben oui, puisque je suis mis en question par quelqu'un qui est plus parfait que moi, qui me met en question, qui va m'exiger de moi des attitudes morales. Cette façon, ligne 10, cette façon de mesurer, de me mesurer à la perfection, n'est donc pas une considération théorique, non, puisque je suis mis en question. C'est une question qui m'est envoyée en pleine figure. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta liberté? Ce n'est pas une considération intellectuelle, théorétique. Elle s'accomplit, ligne 11, cette comparaison avec celui qui me met en question, cette comparaison s'accomplit comme honte. Première fois le mot honte qui reviendra 7 fois dans les lignes qui suivent. Honte, où la liberté se découvre meurtrière dans son exercice même. Ça demande un mot d'explication. La honte, explication donc. Je quitte le texte et M. Luc Reisman peut me faire apparaître mon faciès si les gens préfèrent ça à du papier. La honte principale pour Lévinas, la honte qui accompagne ma liberté, est celle de pouvoir tuer le visage d'en face. Je ne l'ai pas fait, bien sûr, mais j'aurais pu le faire. Elle est en moi, cette possibilité. Et Lévinas rougit rien que d'y penser. Quelques circonstances différentes dans ma vie, oui, rien que quelques circonstances malheureuses, et c'était moi qui aurais pu devenir un meurtrier. Il s'en est fallu de peu. Honteuse liberté donc. Effacer le visage qui est sans défense, rappelez-vous là. Ce visage qui, dans sa nudité, me supplie disant, ailleurs chez Lévinas, s'il vous plaît, ne me tuez pas, car le visage d'en face sait, comment sait-il ça? Le visage d'en face sait ce qui grouille en moi. Il sait de quoi ma liberté est capable. S'il vous plaît, ne me tuez pas. À cette première honte s'en ajoute toute une série d'autres. On n'a que l'embarras du choix, je vous en donne 2-3 exemplaires. Il y a par exemple
que depuis toujours les hommes ne cessent de s'entretuer et de se faire mille guerres. Bel usage de notre liberté. Je pense par exemple pour le moment à la province du Tigré en Éthiopie, où on commence à mourir de faim, et ça peut aller jusqu'aux millions de morts de faim si on n'intervient pas, et le gouvernement empêche les vivres d'arriver. Horrible. Pire. La chose, tuer, ô horreur, est parfois nécessaire. Sentence talmudique qui vient, je cite, qui vient pour te tuer, devance-le pour le tuer. Mi chez Arogocha Ashkim Narogo. Tuer pour protéger une vie innocente. Bon, bon, passe encore. Mais tuer aussi parfois pour un simple droit de propriété. On en a parlé la semaine passée, cette propriété. Tuer parfois pour un simple droit de terrain, de territoire. Combien de guerres pour des territoires, le Haut-Karabakh, la semaine passée encore. Tuer pour du terrain. Nous avons vu, ces propriétés, ce n'est pas peu de choses, ça fait partie de ma personne, de ma substance, disait Lévinas. Et ces droits de propriété sont confirmés à plusieurs reprises dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Sauf, ajoute cyniquement Hannah Arendt, une femme philosophe, c'est exceptionnel, sauf les droits de propriété sont respectés, sont confirmés dans les droits de l'homme, sauf, ajoute Hannah Arendt, que ces beaux droits n'ont jamais existé, sinon pour ceux qui avaient une armée pour les défendre. Une armée, donc un territoire. Un autre exemple de cette liberté qui a de quoi être honteuse d'elle-même, il y a, devant un visage, il peut y avoir un refus, c'était prévu, page 49, le refus de l'écouter, le refus de le prendre au sérieux. Et ça s'appelle tuer par indifférence, par mon indifférence, tuer par abstention, et sans même en avoir mauvaise conscience, peut-être même sans l'apercevoir. Or, cette absence d'intérêt est vitale pour l'autre. C'est par cet intérêt que nous nous donnons de vivre les uns les autres, d'où la phrase résumée de la grande psychiatre des enfants, Maud Manomi. Maud Manomi disait, résumé de sa carrière, la maladie mentale, poliment dit la folie, la maladie mentale est un manque d'affection. Autre exemple, moins dramatique, il y a ces petites violences sournoises au quotidien dont le poète Jacques Prévert nous fait une petite démonstration dans une lettre à sa fiancée que je cite de mémoire. Il lui écrit « Tu aimes les fleurs et tu les coupes. Tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Tu aimes les gentils petits agneaux, et tu les manges. Alors, terminait-il, quand tu me dis que tu m'aimes, permets-moi d'avoir une hésitation. » En plus de cette liberté carnivore, sanguinaire, pour ne pas dire cannibale, on pourrait épiloguer, et on le fait assez, sur les saccages de toutes sortes provoqués par les fils d'Adam dans le beau jardin confié à leur ancêtre par le Saint béni soit-il, confié, je cite Genèse 2,15, pour le servir, ce jardin, et le garder. Donc, à la place de quoi ce sont nos déforestations, pollution, et même au Vatican, on s'en soucie. Bel usage, là aussi, de notre liberté. Je reviens à page 56, nous étions à la ligne 12. Lévinac va répéter la même chose de 2-3 manières différentes. Ligne 12, à la fin, elle s'accomplit, cette liberté, elle s'accomplit, elle se vit, se joue dans la honte ou la liberté. En même temps qu'elle se découvre dans la conscience de la honte, se cache.
cette honte se cache. C'est le propre de la honte, c'est qu'on ne l'étale pas. On ne dit ça à personne. Ça fait partie des choses dont on ne parle pas. Donc, c'est en même temps qu'on découvrir, on cache. On se cache, sa liberté dans la honte même. Ligne 15. Et donc, la honte n'a pas la structure de la conscience. Quand on entend le mot conscience en français, on entend la conscience claire, conscience évidente, pour ne pas dire transparente. Et vient avec la honte. Non, la honte, c'est des chipotages, c'est des cachotteries. La honte n'a pas la structure de la conscience claire, intellectuelle, disons, et de la clarté, la voilà, mais est orientée à l'envers. Au lieu d'ouvrir vers la clarté, elle se referme dans l'obscurité. Son sujet, le sujet de cette honte, m'est extérieur. De ça, je suis honteux par comparaison avec ce que je devrais être, avec ce que l'autre attend de moi et auquel je réponds si mal. Son sujet, pourquoi suis-je honteux? Eh bien, ça me tombe dessus d'en face. Et puis alors, vite, puisque ça me met en question, je cache l'opération. Fin de la ligne 16. Le discours et le désir. On va expliquer. Le discours, c'est ce dont on parlait, page 38. Dans le discours, il y a la présence d'une extériorité autre. Le discours et le désir où autrui se présente comme interlocuteur, comme celui sur qui je ne peux pas pouvoir, avec qui je ne fais pas ce que je veux, que je ne peux pas tuer. Ce discours et ce désir conditionnent cette honte, donc cause cette honte. Ou, en tant que moi, je ne suis pas innocente spontanéité, mais usurpateur et meurtrier. Il y a beaucoup dans ces 5 petites lignes. Je note déjà en passant, il vient de dire honte, ligne 19. Honte ou en tant que moi. En tant que moi, c'est une des manières de parler de la liberté. Les choses deviennent libres parce qu'elles passent par moi, parce qu'elles portent mon nom, parce que j'y interviens. Mon maître en philosophie, Jean Habert, présentait la liberté comme la causalité du moi. Ce qui vient de moi, qui porte mon nom, même si c'est conditionné, ça passe par moi, donc c'est libre. Bon, je relis la phrase en essayant de la comprendre à partir de la ligne 16, fin de la ligne 16. Il s'agit du discours, de nouveau, du face-à-face avec l'interlocuteur. Il va d'ailleurs parler de l'interlocuteur. Et dans ce discours, il y a un désir. Il faut deviner d'où il vient. C'est le désir de l'autre d'être reconnu. C'est ce que disait le haut de la page 49. Il s'agit d'un visage qui supplie et qui exige. S'il vous plaît, il supplie, reconnaissez-moi. S'il vous plaît, tenez compte de moi. Dès qu'il y a discours, il y a ce désir-là, le désir de voir l'autre me prendre au sérieux. Eh bien, c'est cela qui conditionne, dit Lévinas dans cette phrase, à partir de la ligne 16-17, le discours et le désir conditionnent, je saute 2 lignes, ce discours conditionne cette honte, c'est là qu'elle vient. Honte, ou en tant que moi, je ne suis pas du tout innocente. Spontanéité, je ne peux pas faire ce que je veux, si je fais ce que je veux, il y aura du sang, mais je suis usurpateur et meurtrier. Mon existence est pleine, mon existence. Exemple de cette usurpation, mon assiette est pleine, n'est-ce pas, 3 fois par jour. Or, il y en a beaucoup d'autres dont l'assiette est vide. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi moi et pas eux? Le mot désir ici, donc, désigne l'appel du visage qui supplie. Je relis la phrase, ligne 16 à la fin. Le discours et le désir, vous voyez ce qu'il y a derrière ces mots-là maintenant, où autrui se présente, l'événement se présente comme interlocuteur, comme
si possible, approbateur. Je désire qu'il soit approbateur. Comme celui, en même temps, celui sur qui je ne peux pas pouvoir, celui qui m'interdit de pouvoir, justement, qui dit ne me tuez pas. Je ne peux pas tuer, voilà. Désir et discours conditionnent, amènent, sont la cause, l'origine de cette honte ou en tant que moi, en tant que libre, je ne suis pas innocent, mais usurpateur et meurtrier. Par contre, ligne 20 à la fin, par contre, l'infini. Ah, ici, nous retrouvons l'infini que je vous ai mis entre parenthèses à la ligne 10. Vous vous rappelez, à la ligne 10, et on parlait de la comparaison dont je sors tout penaud. On me compare à une conscience ouverte et accueillante, et voilà que ce n'est pas toujours le cas. Puisqu'il y a une perfection au-dessus de moi là, une perfection, ça veut dire que c'est indéfiniment parfait, que je ne peux pas limiter, enfermer cette perfection dans du fini, justement. Il y a de l'infini là-dedans, et en effet, une des caractéristiques du visage sera son caractère inépuisable, insondable. Je ne peux pas faire le tour d'un visage et dire je sais. Il y a toujours à découvrir. Il y a de l'infini en route là. L'infini, au mot infini, vous ajoutez toujours le mot en route. Nous n'avons pas d'expérience d'infini, simplement de choses finies dont nous avons l'expérience, mais de choses finies qui continuent indéfiniment, comme les chiffres entiers, les nombres entiers continuent, comme le temps et l'espace continuent sans arrêt, donc infiniment, c'est-à-dire en route. Ceci en tant que moi. Le mot est important à la ligne 19. Je relis par la fin de la ligne 20. Par contre, ça veut dire à la différence de moi. Il va dire un mot de celui d'en face auquel provisoirement on attribue toutes les perfections. Il est dans son rôle de me mettre en question. Étant dans ce rôle-là, il m'est supérieur, il est d'une perfection que je n'ai pas. D'où la phrase que nous lisons. Par contre, à la différence de moi, l'infini, l'autre, en tant qu'autre, inépuisable, n'est pas adéquat à une idée théorique. On retrouve le théorique de la ligne 11. Là, ce n'est pas une question académique. L'autre n'est pas adéquat, conforme, enfermable à une idée théorique d'un autre moi-même. Ce n'est pas une projection de moi. Ce n'est pas moi en face de moi. C'est tout autre, va-t-il dire. Et déjà, il est déjà autre que moi, et non pas projection de moi. Ce n'est pas un autre moi-même. Déjà, ligne 22 à la fin, il n'est pas une projection de moi, déjà pour cette simple raison qu'il provoque ma honte. Donc, il s'impose à moi de sa hauteur, c'est l'expression de l'évidence, de sa hauteur. Il me coince, il me commande. Et il se présente, c'est ce que dit la fin de la phrase. Il est autre que moi, 22 à la fin, déjà pour cette simple raison qu'il provoque ma honte, qu'il la provoque, et qu'il se présente comme un dominant. Donc, pour l'évidence, entre l'autre et moi, il n'y a aucune égalité. Il y a hétéronomie, dira-t-il plusieurs fois. L'autre est au-dessus de moi et dans une position dominante ou dans une position d'enseignant. Il m'apprend toujours du neuf. Enseigner, c'est apporter du neuf. Enseigner, excusez-moi, c'est dire à son auditoire des choses qu'il n'aurait pas trouvées lui-même. Il y a un effet surprise et un effet dominant dans l'enseignement qui se fait depuis la hauteur de l'autre. Dominant, le premier mot de la ligne 24. Toujours en parlant de cet autre auquel je me compare, et la comparaison fait que je ne suis pas fier de moi, que je suis honteux, son existence à cet autre, ligne 24, son existence, juste, lui est juste, soi-disant provisoirement juste, dans son rôle de mise en question, il est juste. Il est le fait premier. On retrouve l'origine des origines chez Lévinas, l'autre comme extériorité, l'autre comme fait premier.
est synonyme de sa perfection même. Stop, là il y a un grand stop, et après ça il va parler d'autre chose, il ne faut pas mêler, donc je marque un temps d'arrêt. Et maintenant, après cela, il va, comment dire, revenir sur Terre, après l'avoir mis l'autre au pavois, au-dessus de moi dans sa perfection infinie. Mais non, l'autre, c'est un pauvre petit comme moi aussi. Il a ses faiblesses, il a ses lacunes, mais en tant qu'autre, il me domine. Je lis donc à la ligne 25 au milieu. Si l'autre peut m'investir, commander, m'enseigner, si l'autre peut m'investir et investir ma liberté qui par elle-même est arbitraire, ma liberté par elle-même arbitraire, n'importe quoi arbitraire, c'est que, à l'inverse, hein, retour de flamme, miroir, c'est que moi-même, je peux, en fin de compte, me sentir comme l'autre de l'autre. Donc, nous sommes au ping-pong ici. Quand lui me met en question, c'est moi qui suis écrasé de honte, mais je peux lui renvoyer la balle. Et alors ce sera lui, mais là, Lévinas n'insiste pas, je vous lis sa réaction qui est adorable à la fin de la ligne 27. Mais cela, donc cette manière de me prendre la place de l'autre, de prendre sa place alors qu'il est au-dessus de moi, que c'est impossible, cela ne s'obtient qu'à travers des structures fort complexes. Heureusement, il nous en dispense. Déjà, Lévinas est d'une certaine manière complexe, si j'ose dire. Peut-être que vous trouvez que lire Lévinas, c'est compliqué. Eh bien, il s'en rend compte. Et alors ici, c'est lui-même qui se dit complexe, et non pas seulement complexe, mais fort complexe. Ça doit donc être épouvantable. Heureusement, il nous en dispense. Je supplie, dans le discours dont nous venons de parler, je reviens un moment sur cette page, apparaît, comme on a vu, un désir, le désir que l'autre m'écoute, qu'il soit un interlocuteur, dont j'attends l'admiration si possible. Dès que je fais un discours, je supplie mon interlocuteur de me reconnaître. On a vu ça. Mais voilà, renversement, que je suis amené en même temps que je le mets au-dessus de moi, à voir alors lui aussi un possible tueur. Et je le supplie, pour ce motif-là, de ne pas me tuer. Donc, Lévinas n'est pas dupe, lorsqu'il met l'autre au-dessus de moi, il est en même temps aussi piètre que moi-même, mais chacun son rôle. On arrête là la page 56, nous sommes arrêtés non, ce n'est pas encore fini, hein. Nous étions arrêtés à la ligne 28, où Lévinas nous dispense de choses fort complexes, merci à lui. Ligne 29, la conscience morale, c'est de là qu'on était parti à la ligne 8, rappelez-vous. Ligne 8, c'est l'accueil d'autrui, le commencement de la conscience morale. Ici, 29, la conscience morale accueille autrui, rappel. C'est la révélation. Vous avez le contenu, la portée du mot révélation chez Lévinas. La révélation, c'est ce que je ne devinais pas d'avance, ce que je ne savais pas, que je n'aurais pas pu trouver moi-même. Eh bien, l'autre est, par excellence, de cet ordre-là, ce que je ne peux pas trouver par moi-même et encore moins inventer. La conscience morale, 29. La conscience morale accueille autrui, c'est la révélation d'une résistance à mes pouvoirs, à ma liberté, donc. Une résistance à mes pouvoirs qui ne les met pas, ces pouvoirs, qui ne les met pas comme une force plus grande en échec, mais une résistance qui met en question le droit naïf de mes pouvoirs, de ma liberté, ma glorieuse spontanéité de vivant. Une jolie phrase. Je vous rappelle que l'idéal, après ce cours, c'est de relire
les pages, les 2-3 pages que nous avons vues, de les relire chaque jour de la semaine. Et finalement, ça devient une seconde nature et on comprend beaucoup mieux les pages suivantes. Conseil d'amis. C'est une manière de mettre en question ce que je vous dis là, ma glorieuse spontanéité du vivant, la glorieuse illusion qui est la mienne, que je sais et que je me débrouille, que je suis humain comme ça, sans devoir trop m'en occuper. Honte à cette naïveté-là, dira Lévinas. Et il parle ici de ma glorieuse spontanéité de vivant. Comme vivant, on a vu, je vous ai proposé le mot biocentré, comme animal vivant, comme merveille vivante. Quand je dis animal, c'est merveilleux. Comme merveille vivante, je dois m'occuper de cet animal qui est le mien, de ce corps qui est le mien. Je dois m'en occuper en priorité. Et c'est ma spontanéité de vivant qui me commande ça. C'est formidable, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre. S'il n'y a pas de vie, a fortiori, il n'y aura pas de vie humaine. Je dois donc d'abord me charger et donner dans cette glorieuse spontanéité de vivant qui en cours de route devient honteuse. Mais il faut passer par là, chaque fois, commencer par là. Ligne 32, à la fin. La morale commence, c'est de nouveau le rappel de la première phrase de la ligne 8, la morale commence lorsque la liberté, au lieu de se justifier par elle-même, se sent arbitraire, capable de tout et violente. Se sent, par une théorie, je me sens, je souffre, je suis honteux, cette fois le mot honteux, d'être aussi arbitraire et violent, d'être violent. Et il y avait juste avant le mot justifier, là, la morale commence lorsque la liberté, au lieu de se justifier par elle-même, se sent arbitraire. Les pages que nous allons lire maintenant vont reprendre au bon cette phrase-là. J'ai besoin de me justifier. Comment me justifier? Moi qui suis injuste, moi qui suis violent, moi qui ai honte de ma liberté, comment néanmoins justifier cette liberté, c'est-à-dire moi-même. C'est moi qui décide. Est-ce que je décide toujours de travers ou bien est-ce que cette liberté en vaut la peine? C'est ce que nous allons découvrir, déchiffrer dans les pages suivantes. Nous sautons à la page 58. Luc, si tu veux bien, page 58. Au bas de la page 58, oui, je ne vous vole pas des textes, n'est-ce pas? Il faut dire ça autrement. Je vous dispense de certaines phrases que j'ai devinées particulièrement ardues, surtout pour des gens qui ne sont pas habitués à la philosophie. Page 58 en dessous, on va tout de suite se retrouver en terrain connu. Il parle de la même chose, des choses que nous venons de quitter. Ligne 58 en dessous, l'accueil, l'avant-dernière ligne, milieu de la ligne. L'accueil d'autrui, on vient d'en parler 3 fois. L'accueil d'autrui, début de la morale, n'est-ce pas, est ipso facto, automatiquement, par elle-même. L'accueil d'autrui est par lui-même la conscience de mon injustice, on vient de lire, de ma violence. Et en même temps, la honte, il rappelle la honte de la page 56. L'accueil d'autrui, c'est immédiatement la honte que la liberté éprouve pour elle-même, c'est la page 57, 59, si Luc veut bien tourner la page, s'il te plaît, et nous donner la page 59. La honte que la liberté éprouve pour elle-même, voilà, le mot est là, nous y sommes, nous pouvons lire la page 59, elle n'est pas piquée des vers. Hein. Donc, rappelez-vous, le grand titre général pour ce matin, c'est comment justifier une liberté injuste, une liberté, moi, violent. Est-ce que j'ai le droit de vivre malgré cela et d'être fier de moi? Et bien sûr, il y a de quoi être fier de soi, va nous dire Lévinas, mais il faut chercher avant de trouver en quoi il y a lieu d'être justifié.
tout en haut de la page 59. Si la philosophie consiste à savoir d'une façon critique, c'est-à-dire à chercher le fondement à sa liberté et à la justifier, elle commence avec la conscience morale où l'autre se présente comme autrui et où le mouvement de la thématisation s'inverse. Il y a là dans des choses qu'on connaît et des nouvelles, je passe ça en revue si nous avons encore le temps. La philosophie est une science expérimentale comme nos scientifiques et elle est aussi, et c'est le couronnement de la méthode expérimentale en science également, c'est l'aspect critique, autocritique. La critique, c'est très précieux, et la philosophie est critique. La philosophie est surtout autocritique, c'est encore plus précieux. Autocritique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je constate que ma liberté est injuste, je critique, je fais l'autocritique de ma propre liberté. Et alors, je cherche, ligne 2, un fondement, une justification, trouver un motif pour quand même lui faire confiance et trouver qu'elle en vaut la peine, cette liberté. Et cette liberté, rappelle, ligne 3, commence avec la conscience morale. Nous n'apprenons rien. Mais alors, il précise, ici ça devient neuf. L'autre se présente comme autrui, évidemment, et alors, et ça veut dire, très concrètement, dans notre façon de parler, il est autrui, il est autre. À ce moment-là, le mouvement de la thématisation s'inverse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Thématisation veut dire ce dont je parle, c'est le thème dont je parle, les choses que je développe dans mon discours. Et chez Lévinas, le mot est en général péjoratif. Il est tout proche, il me pardonnera, du mot baratin. Le baratin, le dégoisement de quelqu'un qui parle de n'importe quoi. Ce n'est pas thématisé, ce n'est pas parler de n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est très sérieusement parler d'objets et de toutes sortes de choses. Mais ça a toujours à voir, un petit côté baratin tout de même. Et surtout, il y a un ridicule attaché à cette thématisation, à ce discours d'objets, c'est l'illusion de maîtrise. Or, en philosophie, on déteste les illusions. Justement, devant l'autre, page 59, l'autre à la ligne 4, devant l'autre, le mouvement de la thématisation où je débite mon savoir encyclopédique à la manière d'un parfait perroquet. Devant l'autre, le mouvement de la thématisation, le mouvement de mon baratin s'inverse. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui va parler. Inversion. Ce n'est plus moi qui ai la parole et qui suis le maître, moi libre, maître, et donc violent. Non, avec la conscience morale, c'est l'autre qui est le maître, c'est lui qui parle. Inversion. Le mot inversé reviendra 2-3 fois ce matin. Mais cette inversion ne revient pas, ne se réduit pas à se connaître comme thème visé par autrui. Donc, autrui parle de moi, autrui me met en question, il me vise, et ce serait simplement me situer comme objet parmi les autres objets, une chose parmi les choses. Donc, cette inversion va plus loin qu'une simple inversion, c'est un simple changement d'objet. Ce n'est pas simplement un savoir. Ici, il dit connaître. Il y a le problème du connaître chez Lévinas, il parle comme les francophones, c'est-à-dire il mélange l'un dans l'autre, connaître et savoir. Pour en sortir, pour se dépâtrer dans Lévinas, il est bon de mettre une distinction entre les deux, mais une distinction que nous mettons, que lui ne met pas dans son texte. Lui, comme francophone, mélange les deux. Mais très souvent, quand il dit connaître, il s'agit du pur savoir d'objet, du pur savoir information, du pur savoir classeur, tandis que dans le mot connaître, il y a une expérience forte, une expérience qui peut être passionnante, comme connaisseur de la Bible, Lévinas a dans la tête, connaître, c'est, le mot apparaît la première fois, Adam connut Ève,
c'est une expérience physique totale et qui engage l'avenir. Eh bien ici, Lévinas, à la ligne 5, il emploie le verbe connaître et il veut dire simplement savoir, savoir des choses, être informé et parler de la pluie et du beau temps, thématiser, baratiner. Donc, ligne 5, cette inversion, le changement d'interlocuteur. C'était moi qui faisais du bruit et qui m'imposais devant autrui, je me tais, c'est lui qui parle. Cette inversion ne revient pas à me connaître comme thème visé par lui, il ne s'agit pas de se ravaler au grand objet, mais consiste, c'est compromettant, ce n'est pas de la théorie, cette inversion consiste à, ligne 6 vers la fin, cette inversion consiste à se soumettre à une exigence, à une moralité, c'est compromettant, ça réclame des actes et des attitudes et des comportements. Autrui, autrement dit, autrui donc, qui m'impose ce changement, autrui me mesure d'un regard qui est incomparable à celui par lequel je le découvre. Je le découvre comme un autre moi-même, dira-t-il. Non, ce n'est pas seulement un autre moi-même, c'est un tout autre qui m'écrase d'une certaine manière de sa perfection. Autrui ne me mesure pas de regard incomparable à celui par lequel je le découvre. Il me mesure de ce regard incomparable, bien sûr. La dimension de hauteur, en la voilà, où se place autrui, est comme la courbure, l'inclinaison première de l'être humain probablement, à laquelle tient le privilège d'autrui. Devant lui, je m'incline, je me courbe. Je le lis comme ça, mais il y a peut-être moyen de lire cette phrase autrement. Je me contente de la première. Je suis respectueux devant la mise en question qu'est la présence de cette extériorité de l'autre. Courbure première de l'être, souvent quand Lévinas dit l'être, il veut dire l'être humain. L'expression est malheureuse, mais voilà, elle est comme ça. Le privilège d'autrui, bien sûr, c'est sa hauteur, tout à fait au-dessus de moi. Hauteur, courbure, dénivellement, dit la ligne 10, dénivellement de la transcendance. Alors, on apprend, il rappelle, il l'a dit ailleurs, que dans autrui, il y a quelque chose de transcendant. Il y a une dimension transcendante, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais au bout. Il reste, autrui reste, le visage reste inépuisable. Il est toujours au-delà de ce que j'en sais, de ce que j'en ai observé, de ce que j'en apprécie. Au-delà, toujours au-delà. Quand on dit toujours au-delà, ça se dit en philosophie transcendante. C'est une autre manière de dire sans fin. C'est l'occasion d'une découverte, d'une écoute qui n'en finit pas, qui est infiniment en route. Autrui est métaphysique. Alors là, il y a de quoi bondir. Tous les philosophes normalement constitués savent que depuis Kant, on évite le mot métaphysique sous peine de ridicule. Lévinas, plusieurs fois, parle de sa philosophie elle-même comme d'une métaphysique. Comment est-ce possible? Question, que veut dire Lévinas par métaphysique? Depuis Kant, notre savoir est super limité. On a touché à ça la semaine passée. Notre savoir est super limité, n'est jamais objectif, n'est jamais impartial à mon vue. D'où cette règle élémentaire, une des grandes conclusions du kantisme, Kant 1781, grande règle de conduite philosophique pour tous les philosophes depuis Kant, double point, le contrôle par l'expérience. C'est la seule manière de ne pas tomber dans le n'importe quoi et de faire de la métaphysique à l'emporte-pièce où le pour et le contre sont également probables. Contrôle par l'expérience. Alors, le discours est censé, là, il peut y avoir un savoir. Et si donc il n'y a pas assez d'expérience, eh bien, je risque le radotage, je risque n'importe quoi.
la métaphysique traditionnelle, qui nous vient des Grecs bien sûr, se plaisait à affirmer des choses incontrôlables, comme la question Dieu existe-t-il? Il y a autant de chances pour que contre, on ne peut pas savoir, l'expérience ne nous donne pas de quoi décider. Y a-t-il une vie après la mort? Autre question métaphysique, eh bien, il n'y a pas d'expérience de l'après-vie, donc on ne sait pas, et si on fait semblant de savoir, on frise le ridicule. Pas de contrôle, pas de savoir, pour éviter le radotage, quand on parle de Herumschwärmen. Dont note donc tous les philosophes normalement constitués depuis Kant, pas d'expérience, pas de contrôle, pas de savoir. Arrive Lévinas. Et Lévinas nous dit, votre expérience contrôle, vous n'en avez pas assez, dites-vous, mais vous en avez trop. Si vous cherchez des arrière-mondes, au-delà de notre monde, oui, bien sûr, là, vous risquez de divaguer. Mais si vous creusez ce monde-ci, si vous êtes attentif, c'est ça la philosophie, être attentif. Si vous êtes attentif à nos expériences, vous en trouverez de ces expériences qui sont bien plus riches que nos observations minimales et qui échappent forcément à nos pauvres formules. Nous ne sommes pas en manque d'expérience. Au contraire, nous n'arrivons pas au bout des expériences que nous faisons. Dans un autre ouvrage, Lévinas disait l'expérience quotidienne, l'expérience la plus simple est bouleversante. C'est le mot qu'il employait, bouleversante. Et a déjà quelque chose de transcendant. Nous n'arrivons pas au bout des expériences que nous faisons. Ainsi, le visage, évidemment, votre visage, mesdames, messieurs, qui n'est jamais épuisé, qui n'est jamais connu. Lévinas dira même, il n'est même pas vu, pas vraiment vu. Ainsi, bien sûr, a fortiori, excusez le visage de ma princesse qui mérite une adoration sans fin. Ainsi, ce cri du visage, me demandant de ne pas le tuer, même pas par indifférence, tout ça sont des expériences fortes, qui vont au-delà de nos formules, qui ne donnent peut-être pas lieu à un savoir comme on connaît des objets, mais qui sont vécues, des expériences qui nous contrôlent, et même, comme il dit tout le temps, des expériences qui nous commandent. Ainsi, parmi les expériences fortes qui débordent nos capacités, cette hauteur de l'enseignement, cette hauteur de l'enseignement éthique qui me commande. Tout cela, c'est de l'expérimenter, c'est ce que Kant nous disait. Eh bien oui, c'est de l'expérience, mais je n'en arrive pas au bout. Tout cela est physique, notez-le d'abord, mais je ne peux pas le photographier. Tout cela, ce n'est pas au-delà, dans un autre monde appelé métaphysique, comme traditionnellement. Tout cela, ce n'est pas plus loin que le physique expérimenté, c'est dans mon expérience la plus contrôlable que ça se passe. Mais pas à première vue. Pas sur une photo en carton. Pas enfermé dans une formule algébrique et alors arrêté, figé et isolé. Il y faut un autre regard, un autre instrument d'observation, comme en astronomie. Il y faut une lunette d'approche plus performante que pour les objets courants. Ce n'est donc pas du métaphysique au-delà du physique, c'est du métaphysique dans le physique, c'est du métaphotographique, c'est du méta-algébrique, dûment expérimenté et contrôlé. Mais, il y a un mais, bien sûr, il faut le faire maintenant. Comme en science, comme toujours en science, il faut chercher une chose pour la trouver. La règle
de bon fonctionnement en science constate que l'hypothèse précède l'observation. Ça a l'air contradictoire, n'est-ce pas? La méthode expérimentale est une méthode d'observation. Donc, on va observer, observer, encore observer, tout de suite observer. Non, il n'y a pas moyen d'observer si je n'ai pas d'abord une idée de ce que je vais chercher. L'hypothèse précède la recherche, commande la recherche, organise la recherche. C'est une hypothèse de travail, dit-on, parce qu'elle permet de commencer à travailler. C'est en fonction de cette hypothèse que tout va s'organiser. Et catastrophe, là c'est Karl Popper qui le remarque et y insiste. Karl Popper, c'est le meilleur connaisseur, le meilleur critique des sciences du XXe siècle. Il nous vient de Vienne, mais il a fonctionné en pays anglo-saxon, terminant en Angleterre. Karl Popper constate qu'il y a un attachement pathologique du chercheur à sa formule. Dès qu'il a une formule, une hypothèse, comme c'est sa formule, il veut à tout prix que ce soit la bonne. Évidemment, c'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est ça qui est vrai, et il va organiser toutes ses recherches, tout son laboratoire, toutes ses opérations d'observation, il va tout organiser pour se donner raison. Et tout ce qui ne lui donne pas raison, il ne verra pas, il passera à côté, pour lui ça n'existera pas. Et en croyant faire de la science, il fera le contraire de la science. Pour échapper, pour faire contrepoids à cet attachement pathologique à ma formule, parce que c'est la mienne, Popper imagine ce qu'il appelle la technique de l'hypothèse inverse. Vous allez mettre en observation, non pas votre hypothèse, mais le contraire de votre hypothèse. Vous avez comme idée, je prends un exemple farfelu, que l'eau bout à 100 degrés. Ça, c'est votre découverte géniale. Vous allez clamer ça sur tous les toits pour la planète entière. L'eau bout à 100 degrés. Et puis pourra, Eureka. Ça, c'est votre formule. Vous allez donc tout faire pour vous donner raison. Stop, dit Popper. Vous n'allez pas tout faire pour vous donner raison. Vous allez transcrire cette hypothèse en son contraire. Vous allez dire l'eau ne bout jamais à 100 degrés. Et c'est cette hypothèse-là que vous allez mettre en route. Vous allez faire travailler votre laboratoire pour prouver que l'eau ne bout jamais à 100 degrés. Et si, après tant d'années, les réponses sont toujours négatives, alors, et alors seulement, après vous être désintoxiqué et libéré de votre attachement pathologique à votre formule, alors vous pouvez revenir à votre formule et elle a quelque chance d'être scientifique, de devenir scientifique. L'hypothèse précède l'observation, l'hypothèse commande l'observation, l'hypothèse détraque l'observation, parce que je ne vois jamais que ce que je veux voir. Cette priorité de l'hypothèse, vous en avez une confirmation dans la boutade d'Einstein. Quelle est la qualité suprême, principale d'un scientifique? Quelle est sa caractéristique la plus scientifique? Réponse d'Einstein, la caractéristique la plus scientifique qui soit, c'est l'imagination. Voilà, il faut imaginer une formule, imaginer une hypothèse pour que la science se mette en route, pour que la science ait un petit commencement. Ce commencement, c'est l'imagination qui commence par le fabuler, par l'inventer, avant de contrôler. Toujours contrôle, bien sûr, l'énorme problème du contrôle. Bon, toujours en science, il faut chercher une chose pour la trouver. Si la chose ne vous intéresse pas, vous ne verrez rien. Et si cette princesse n'est pas surnaturelle à vos yeux, vous passerez à côté. Ligne 11 de la page 59, autrui est métaphysique. Il n'est pas dans un arrière-monde qui serait un au-delà, il est là, ici, bien présent devant moi. Mais il faut un regard métaphotographique pour assister à son apparition. Il faut, à son apparition, lévinassien, il faut une oreille méta-algébrique pour entendre son appel à l'aide. Appel à l'aide, page 48 en dessous, le visage supplie. Je termine ce excursus sur la métaphysique en disant un mot pour le croyant
qui connaît le psaume 111, verset 3, on le chante à Mincha du Shabbat, à la fin, 111, 3, je cite, « Grandes sont les œuvres de l'Éternel, recherchées par tous ceux qui les désirent, et négligées par ceux qui ne les désirent pas, bien sûr. Grandes sont les œuvres de l'Éternel, recherchées par ceux qui les désirent. » Nous étions à la ligne 11 de la page 56. Je ne sais pas si ça vaut la peine de commencer, de continuer ou si nous faisons l'interruption maintenant. Que dit le directeur? On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Je propose que nous fassions l'interruption. Luc, est-ce que tu peux me dire, les cours vont se suivre après? On va recevoir un agenda ou il n'y a que 2 séances? Non, c'est tous les mercredis jusqu'au 16 décembre. Super, je te remercie. De rien, de rien. Voilà, nous nous revoyons dans un peu moins de 10 minutes. Ah, OK. oui, OK. Luc, tu m'entends? C'est Hélène. Bonjour, c'est Hélène. Je t'entends pas. Rebonjour Hélène, voilà. Ah, bonjour. Merci, hein, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir le numéro complet de... Il me manquait les 3 derniers chiffres. C'est pour ça que j'avais... Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas les chiffres. Ah, d'accord. Oui. Et pour ce soir en cliquant sur le Join. non, sur le site, en cliquant sur ici, ça ne fonctionnait pas? Non, ça ne fonctionne. Il s'est effacé automatiquement. Il s'est effacé automatiquement. Oui. Allez, ça c'est incroyable. Oui, je ne sais pas, ça peut arriver. J'ai jamais eu ça. Et pour ce soir, j'ai un ID parce que sinon j'ai plus envie de rater ce soir quelques minutes. Ce soir pour Vanna. Pour Liliane Vanna. Ah, pour Madame Vanna. Tu n'as pas le lien non plus? Je crois pas que je l'ai. Je vais vérifier. Parce que normalement, le lien, de nouveau, hein, le lien est sur le site. Ah, le lien est sur le site? Ok. Oui, alors ça, le lien est sur le site. Tu vas sur le site et normalement, tu cliques sur ici. Ok, ça va. Voilà, voilà. Ça va, j'espère que ça marche. Normalement, ça doit aller. Normalement, ça doit aller. Bien que il y a 2 personnes qui m'ont demandé d'envoyer le lien. Donc, je vais te l'envoyer aussi. Comme ça, ok, c'est gentil. Merci. Voilà. Quel est le titre du livre, Luc? Totalité et infini. Oui, d'accord. Merci. Voilà, voilà. On ne se lasse pas de l'écouter. Ah non. Ah, Ludovic. Ah là là. Voilà, j'ai vite donné mon coup de téléphone. Merci. Hein. De rien.
On n'entend plus rien, Luc. Non. Non, Voilà, et comme ça. Maintenant, je t'entends. Voilà, oui, oui, tout à fait. Luc, est-ce que toi, tu sais… Tu n'entends pas? Luc, Oui, oui, Ouzia. j'ai le Non, bouquin… tu n'entends pas. Que dis-tu, Ouzia? J'ai le livre en poche. Oui. Et donc, je suis dans le chapitre qui est le même et l'autre. Est-ce que tu peux me donner le sous-titre du chapitre? Il y a Ouzia qui parle. Vérité et justice. Ah, attends, maman, alors je vérifie si c'est OK pour moi. On est dans, attends, la vérité, le discours. Et la vérité suppose la justice. Parce que moi, je n'ai pas ça. J'ai désir de la… J'ai séparation et discours. Vérité. Ah, on est dans vérité et justice. Oui. Et on est où là-dedans? On a commencé la liberté mise en question, etc. C'est ça. 475. Je ne me rappelle pas. Attends, je vais 41. essayer de retrouver les feuilles. Vérité et justice. 475. 38. 44. Ah, on avait commencé avec le même et l'autre. Ah, attends, le même et l'autre. Oui, Donc, non, voilà, le même voilà. et l'autre, c'est le 69. grand titre de tout ce 44. chapitre qui est divisé en 3 parties. Voilà. Tu as dans le même et l'autre métaphysique et transcendance, séparation et discours, vérité et justice. Voilà, Ouzia, nous sommes dans le numéro 2, l'investiture de la liberté ou la critique. Ah voilà, et ben voilà, c'est ce que j'ai besoin parce que comme j'ai le livre, je ne dois pas imprimer, on est dans le 2, l'investiture de la liberté ou la critique. C'est ça. Super. Et donc, ça, chez moi, ce chapitre commence à la page 57. Et oui, mais chez moi, nous avons c'est vu la même, 58 et évidemment. 59. Et voilà, c'est pour ça que je te demandais, parce que j'ai commencé à essayer toute seule et je ne m'en suis pas sortie. Et Voilà. là, on a commencé la fois dernière. Non, on avait commencé un peu avant. L'investiture de la liberté ou la critique. Non, on avait commencé à la page 48, donc un petit peu La avant. liberté mise en question. C'est possible, oui. oui, Et oui. vérité et justice. OK, ça va. J'ai les références, je vais pouvoir me débrouiller. Merci, Luc. De rien, de rien. On va y aller. On va y aller, tout à fait. On est toujours page 59. Il y a toujours… Les Hendrix n'ont toujours pas de son. Il y a Jean-Baptiste Hendrix qui n'a pas de son. Ah, mais ça dépend de son ordinateur. Ah bon. Oui, donc ce qu'il peut essayer de faire, c'est d'éteindre le zoom et de le reprendre, mais il doit se connecter avec l'audio de l'ordinateur. Maintenant, c'est possible que son audio soit configuré autrement, Oui. et là, c'est plus compliqué. Oui. Enfin, on va reprendre le cours. Hein. Oui. Mickey, à ton signal. On y va? Ils n'ont toujours pas. Oui, oui, oui. On me disait que vous n'avez pas de son. Il y a Jean-Baptiste. Voilà. Eh bien, écoutez, au point où vous en êtes, moi, je vous propose d'éteindre et d'essayer C'est Jean-Baptiste à l'appareil. Alors, ce qui est à la réunion. Alors, ce qui est important, c'est de se reconnecter. Donc, quand vous vous reconnectez, à un moment, il va vous demander de se connecter avec l'audio de l'ordinateur et vous devez vous connecter avec l'audio de l'ordinateur. Ça va? Par contre, si ça ne fonctionne pas, alors là, vous devez aller dans les paramètres de votre ordinateur et demander donc d'activer les haut-parleurs de votre ordinateur. Voilà, merci. Voilà, c'était Jean-Baptiste et il va se reconnecter. Alors, on peut commencer? Nous pouvons commencer. Oui, OK. Page 59. Nous étions à la ligne, arrêtés à la ligne 11, où Lévinas avait le culot de nous dire qu'Autry était métaphysique. Un mot
qui était tabou en philosophie depuis Kant et que lui repêche et revalorise. On a vu comment. Pour la bonne gauche, je vous proposais de lire méta photographique ou méta algébrique, pour bien montrer qu'on ne quitte pas l'expérience, mais une certaine manière de l'aborder. Nous sommes toujours à la recherche d'une justification de notre liberté. C'est le thème de ce matin et de la semaine prochaine. Une liberté qui est honteuse de sa propre violence, de ses propres possibilités. Elle pourrait faire des choses terribles, et ça arrive. Comment la justifier néanmoins? Nous avançons en petits pas dans cette question pour répondre à la honte. Et alors, en passant, Lévinas fait remarquer, si la science, si la philosophie est critique, et même autocritique, c'est à partir de cette honte. C'est cette honte qui me donne le besoin de faire mon autocritique. Petit rappel de la priorité omniprésente chez Lévinas d'autrui. C'est la honte que me communique autrui qui fait que la science et la philosophie deviennent critiques. Donc, ligne 11, page 59. Comment justifier ma liberté? Moi qui donne si peu ou si mal, ou en tout cas jamais assez. En effet, ma responsabilité n'a pas de fin pour les finances. Ligne 11. Autrui n'est pas transcendant parce qu'il serait libre comme moi. Non, libre comme moi, c'était violent comme moi. Donc, autrui n'est pas transcendant, hors d'atteinte, ça veut dire jamais. Il est là, il est présent, il est palpable, mais je n'y arrive jamais. Autrui est toujours, pour parler contemporain, autrui est toujours masqué. Le masque ne se lève jamais. Autrui n'est pas, jamais tout à fait, hein. Autrui n'est pas transcendant parce qu'il serait libre comme moi, le pauvre, non. Sa liberté, au contraire, est une supériorité qui vient de sa transcendance, même. Stop. Et puis on parle d'autre chose. En quoi consiste cette inversion? L'inversion fait allusion à la ligne 5, c'était le premier mot de la ligne 5. Vous vous rappelez la parole qui m'appartenait et dont je jusais et j'abusais. Je n'arrêtais pas de discourir, cette parole a été inversée, c'est l'autre qui parle, c'est à lui la priorité. Donc, en quoi consiste ici cette inversion de la critique? Non pas critiquer les autres, mais me critiquer ma liberté. Ah, voilà. Lévinas répond, ligne 14 à la fin. Le sujet, la conscience, le sujet est pour soi. Il écrit ici, d'une certaine manière, la manière dont fonctionne ma liberté. Le sujet est pour soi. Quand je fais quelque chose, j'accompagne cette action, je sais que je le fais. Je pense et je sais que je pense. Je mange et je sais que je mange. Donc le sujet est pour soi. Il se représente, il se connaît aussi longtemps qu'il est, dès qu'il est, tout le temps. C'est la conscience. Et, je ne vois pas pourquoi il a mis un mais, et en se connaissant et en se représentant, ce sont les deux mots qu'il vient d'employer, hein. Il vient de dire, le sujet est pour soi, il se représente, il se connaît aussi longtemps dès qu'il est là, mais, et en se connaissant et en se représentant, il se possède, il se domine, c'est ce que je vous donnais là tantôt pour première caractéristique de la liberté. Je me possède, je me domine, je me lève, je m'assieds, je rentre, je sors, je décide. Il se possède et se domine. Et alors, c'est déjà énorme. C'est un privilège extraordinaire de la nature humaine. Et s'ajoute à cela, c'est vraiment autre chose, quoi. Vous mettez une grosse barre après, à la fin de la ligne 15, là, il se possède et se domine, stop. Et puis, toute autre dimension extraordinaire aussi, le sujet, il étend son identité, son moi, à ce qui vient en lui-même réfuter cette identité. Ça veut dire,
Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, je le transforme en ma substance à moi. Les événements que je vis, les événements qui se passent autour de moi, tout cela vient d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, mais j'en fais mon beurre, j'en fais ma substance à moi. Ça devient moi. Je suis les événements auxquels j'ai assisté. Je suis cela aussi. Moi, c'est la somme des événements qui se sont passés autour de moi et dont j'ai été, même pas le témoin, mais le contemporain. Vous le vérifiez quand vous proposez à quelqu'un de raconter sa vie, tout de suite il le fera avec une obligeance déconcertante. Pouvoir parler de moi, tu imagines? Eh bien, à ce moment-là, que lui qui raconte sa vie va raconter ce qui s'est passé autour de lui. La guerre de 14, j'y étais, madame. J'ai vu le roi Albert rentrer à Bruxelles à la fin de la guerre. J'ai vu ça. L'événement n'a rien à voir avec lui, mais c'est devenu ma substance, c'est devenu ma vie à moi. Moi, j'ai vécu ces événements-là extérieurs. Donc, ligne 16 à la fin, la liberté étend son identité à ce qui vient en lui-même réfuter cette identité. Ce sont des choses qui ne sont pas à moi. Non, 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 ce sont des choses qui sont à moi. J'en fais ma personnalité à moi, mon moi. C'est ce qu'on a appelé, quand on a étudié le cours de la liberté à l'UIDA, le corps humain, la personne humaine est une industrie de transformation. Elle transforme l'extérieur en intérieur. C'est l'industrie que Lévinas caractérisera comme le même, qui accapare tout, qui intègre tout. Et c'est d'abord merveilleux. Ce sera ridicule après, mais d'abord sensationnel. C'est une opération invraisemblable et dont l'exemple le plus parfait est celui de la digestion. Je prends des aliments extérieurs, des aliments qui ne sont pas à moi, qui sont la négation donc de moi-même, le refus de moi. Et voilà que je les mets à l'intérieur et mon intérieur accepte. C'est un miracle, ça. La réaction normale d'un corps, quand on lui introduit un autre corps, c'est une réaction de rejet. Ce n'est pas à moi, ces molécules n'ont pas le même chiffre cellulaire que moi, donc je rejette, c'est un corps étranger, c'est du non-moi. Il n'a pas mon identité, ce n'est pas moi, je n'en veux pas. Et voilà, miracle, je mets un steak à l'intérieur et l'estomac le garde et parvient, second miracle, à en tirer sa propre substance. Vous voyez l'industrie de transformation, je la nourris de choses hostiles, étrangères, et ça devient du familier, ça devient sa propre substance. Voilà comment un des aspects donc de cette liberté par laquelle je me possède et je me domine, ligne 16, il se possède, la conscience se possède, se domine, et non seulement se domine, mais étend cette identité, cette domination à tout ce qui vient, même qui vient d'ailleurs, qui n'est pas à lui et qui est hostile. Ligne 17-18, c'est impérieux, voilà. Ici, ça devient le même mouvement qui est en soi merveilleux, devient violent. Cet impérialisme du même est toute l'essence de la liberté. Comment se fait-il que je suis violent? Ben, j'attire tout à moi, je mets tout en moi, je deviens propriétaire de tout. Tout ça, c'est à moi, pour moi et par moi, il n'y a que moi qui existe. Ça devient grotesque et violent, bien sûr. Le pour soi, pour moi d'abord, le biocentrisme. Moi d'abord, le pour soi aussi radical, pardon, le pour soi comme mode de l'existence, voilà notre mode d'exister. Nous vivons sur ce rythme-là, de cette manière-là. Nous digérons tout le temps de l'extérieur et en faisons de l'intérieur. Ce pour soi comme mode de l'existence, ligne 18 là, 19, ce pour soi comme mode de l'existence indique un attachement à soi, un biocentrisme radical, aussi radical qu'un vouloir naïf de vivre, c'est aussi fort que la volonté de vivre qui traverse tous les vivants depuis les premières particules végétales. Un vouloir naïf de vivre, ce vouloir naïf qui devient en cours de route, qui devient très vite violent, qui devient impérialiste, qui réduit tout à soi,
qui réduit par excellence l'autre à un simple accessoire de moi-même que j'imagine à ma manière, que je réduis à moi. Je rate l'extérieur alors, je rate l'objectivité, il n'y a plus que moi et ça devient désolant. Au début, il faut ça, en cours de route, il y a lieu de changer, de devenir humain. Je relis à la ligne fin 18, le pour soi, la liberté, comme mode d'existence, indique un attachement à soi aussi radical, aussi indéracinable, aussi nécessaire qu'un vouloir naïf de vivre. C'est un merveilleux vouloir vivre quand même, qui transite, qui traverse tout le monde des vivants. S'il n'y avait pas ce vouloir naïf de vivre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ce serait un grand désert lunaire. Mais si la liberté me situe effrontément en face effrontément, donc comme impérialiste, me situe impérialiste à la ligne 18 là, si la liberté me situe effrontément, hein, comme accapareur, en face du non-moi, j'intègre le non-moi. Le non-moi, en moi et hors de moi, en de moi. Ce que je suis en train de digérer, il est en moi. Et en même temps, il y a du non-moi hors de moi. Si la liberté, donc, me situe effrontément en face du non-moi, en moi et hors de moi, si la liberté consiste à le nier, ce non-moi, à le posséder, devant autrui, elle recule. Là, il y a un grand arrêt. Autrui, je ne peux pas avaler. Tiens, je viens de dire, je ne peux pas l'avaler. Je pense immédiatement au chapitre 2 de la Genèse, verset 19. Tu mangeras de tous les arbres, tu feras fonctionner ta digestion intégrante, tu feras fonctionner ton industrie de transformation à fond, tu mangeras tous les arbres du jardin, dit le verset 16. Attention, mange-les tous. Si tu fais la fine bouche devant un des bons aliments que je mets sur ta table, tu files en enfer direct. Hein. Tu mangeras de tous les aliments, compris? Mais alors, une petite exception au verset 17, de l'arbre de la connaissance, Adam connu Ève, de l'arbre de l'autre, ça tu ne manges pas. Ça revient dans l'inconscient de Lévinas ici, à la ligne 22, devant autrui, cette liberté recule. Là, je ne peux pas manger. Je ne peux pas assimiler et réduire à moi comme fait la digestion avec ces aliments. Et alors, autre chose commence. Devant autrui, la liberté recule, la liberté qui me met en question, qui va causer ma honte. Ligne 23, le rapport avec autrui ne se mue pas comme la connaissance en jouissance et possession. Ici, c'est le mot savoir qui devrait remplacer connaissance, remplacer le mot connaissance. S'il s'agit du savoir information, du savoir objectif, pardon, pas objectif, mais du savoir d'objet. Objectif, chez Lévinas, avons-nous vu, c'est ce qui est le sujet, et en tient compte de son altérité. Donc, devant autrui, ma liberté recule. Le rapport avec autrui, ligne 23, le rapport avec autrui ne se mue pas comme le savoir en une jouissance et une possession, en liberté quoi, intégrée, assimilée, liquidée. Autrui s'impose, se refuse à l'assimilation. Il s'impose comme une exigence, ligne 25. Autrui s'impose comme une exigence qui domine cette liberté. Et dès lors, la liberté, autrui s'impose donc, dès lors, ligne 25, dès lors comme plus originel que tout ce qui se passe en moi. Autrui était déjà là, avant moi. Autrui, dont la présence exceptionnelle, on rejoint le tout début de la page 38, là, dans le moindre discours, dans la moindre parole, il y avait la présence d'une extériorité. Eh bien, on retrouve cette extériorité ici. Autrui, dont la présence exceptionnelle, dont la présence extérieure, sous-titre du volume que nous lisons, autrui dont la présence exceptionnelle s'inscrit dans l'impossibilité éthique où je suis de le tuer. Là, vous avez l'indice de cette chose. Elle devient tout à fait proche et
incontournable, ne me tuez pas. Impossibilité éthique de tuer qui indique la fin des pouvoirs. La volonté, la liberté est spontanément impérialiste. Elle veut tout pouvoir. C'est la griserie du pouvoir politique auquel il est fait allusion ici, entre autres. Avec devant autrui, c'est la fin des pouvoirs. Les pouvoirs sont arrêtés. Non, ici, stop, tu ne tues pas. Et Lévinas termine. Si je ne peux plus pouvoir dominer, moi, non, si je ne peux plus pouvoir dominer, pouvoir sur lui, c'est qu'il déborde. Il me déborde. Il me fait, dans lui, je recule. Il déborde absolument. Je n'ai pas de motif pour le justifier, mais c'est comme ça. Il déborde absolument toute idée que je peux, toute définition que je peux avoir lui, toute réduction à une formule mienne, une formule qui me donne de la posséder, de la manipuler. Il déborde absolument. Absolument veut dire sans motif. Tellement évident que ça déborde tous les pourquoi et tous les parce que. Il déborde absolument, totalement, infiniment, toute idée, tout concept, toute définition que je peux avoir de lui. Voilà, me voilà au pied du mur. Je recule devant autrui, ligne 22, je recule. Il m'interdit de continuer, autrui m'interdit à continuer à suivre mes pouvoirs illimités, mon impérialisme à la ligne 18. Or, je suis impérialiste, j'ai envie de tout pouvoir. Le pouvoir politique m'en donne l'illusion et je me grise, il est grisant à ce titre-là, quasi irrésistible. Me voilà impérialiste et honteux de l'être. D'où le paragraphe suivant. Pour se justifier, vous voyez le thème de ces alinéas, pour se justifier d'être comme ça, être mis au pied du mur par autrui, qui me commande des choses que je ne fais pas, parce que j'ai envie de tuer, moi, hein, quand quelqu'un me gêne. Pour se justifier, néanmoins, le moi peut prendre une tangente. Il va parler pendant une page ici de la manière habituelle de la philosophie classique, en tout cas une branche importante, volumineuse de la philosophie, qui essaye de justifier ma liberté en l'insérant, en la mettant comme un morceau dans un tout. Un morceau, une partie dans un tout, c'est ce qu'il vous dit dans cette première phrase, alinéa, ligne 31, pour se justifier le moi, la liberté, hein, la liberté ou causalité du moi, pour se justifier, le moi peut, il peut dévier sur cette piste qui n'est pas celle de Lévinas. Il peut, certes, s'engager dans une autre voie, chercher à se saisir dans une totalité. Chercher à se situer dans une totalité, et comme cette totalité, va-t-il dire, se justifier elle-même, je suis moi-même, par là même, justifié aussi, je fais partie d'un tout qui est le cosmos. Développement de cette idée-là, la liberté justifiée parce que intégrée à une totalité. Le mot totalité qui met Lévinas en boule, n'est-ce pas? C'est le premier mot de cet ouvrage que nous lisons, totalité et infini. Ça veut dire l'infini qui est la négation de la totalité. La totalité qui est le dernier mot, pourrait-on dire, de la philosophie classique qu'il refuse et dont il parle maintenant. Telle est donc une liberté intégrée à une totalité. Il va nous dire, si elle est intégrée à une totalité, elle est noyée, elle disparaît. Voilà le thème de ce paragraphe. Attention, dans une totalité, il n'y a plus de liberté. Mais on peut se contenter de cette justification-là. Ces justifications nous semblent la justification de la liberté à laquelle aspire la grande section de la philosophie qui, de Spinoza à Hegel,
identifie volonté et raison. Philosophie classique qui, donc, identifie volonté et raison et qui, contre Descartes, enlève à la vérité son caractère d'œuvre libre pour la situer là où la position du moi et du non-moi s'évalue au sein d'une raison impersonnelle. Donc, Lévinas vous donne son reprise. Pourquoi est-ce qu'il va critiquer, rejeter cette branche de la philosophie classique qui dissout le moi dans une totalité parce qu'il s'agit d'une raison impersonnelle. Il y a des lois qui commandent le monde et nous faisons partie des bénéficiaires de ces lois. Nous sommes donc justifiés par notre appartenance au tout. Il y a une autre branche que celle de Spinoza et Hegel, mais déjà depuis les anciens Grecs, qui faisaient de la métaphysique à propos de la nature. Il y a une autre branche de la philosophie dont la tête de file est Descartes. Lévinas fonctionne en France. Les Français n'ont pas beaucoup de philosophes. Ils ont fait de Descartes un philosophe pour en avoir un. Et connaissant leur sensibilité, dès qu'il y a moyen de citer Descartes, Lévinas ne rate pas l'occasion de montrer qu'il est avec ses contemporains, ceux qui accueillent l'étranger qu'il est, venu de Lituanie, n'est-ce pas? Il va faire allusion ici 3-4 fois à Descartes. Et je me sens obligé de vous en dire un mot, parce qu'on cite tout le temps, et Lévinas le premier, Descartes par-ci, Descartes par-là, et personne ne sait de quoi Descartes parle. Je fais donc une parenthèse sur Descartes pour comprendre les allusions de Lévinas qui oppose la filière Descartes, où c'est le moi qui est au centre, à la filière classique, où c'est l'univers qui commente chacune de ses parties et les justifie. Le clou chez Descartes, c'est son discours de la méthode, un petit livre qui ne fait même pas 100 pages, discours de la méthode, où il fait semblant de parler de la méthode scientifique. Attention, Descartes est un homme mathématicien hors ligne, un mathématicien de tout grand calibre, un mathématicien génial, n'est-ce pas? C'est lui qui a inventé la présentation en abscisse et ordonnée, il est imbattable. Malheureusement, il a eu la mauvaise idée de se prendre pour un philosophe et c'est ce qu'on a retenu de lui, c'est ce qu'il y avait de moins important. Mais c'est devenu le plus important. Eh bien, il s'en explique, il joue au philosophe dans son discours de la méthode qui date de 1636, imprimé comme notre volume de Lévinas en Hollande à La Haye. Je crois qu'il n'a été tiré qu'à une centaine d'exemplaires, peut-être même moins. Donc un tout petit livre, un petit fascicule de rien du tout, qui est devenu une bombe mondiale. Évidemment, il était français et ça venait de Paris, ça ne ratait pas. Et je vous lis, c'est une page dans ce discours de la méthode, vers les 2/3 de ce petit fascicule. Je tombe sur cette demi-page, lisons cette page entière, il faudra un peu de patience, où il abat ses cartes, un texte hyper célèbre, parce que le fameux « je pense, donc je suis », c'est là que vous le retrouvez en bonne et due forme, immédiatement mêlé à des divagations métaphysiques que vous allez voir en cours de route. L'important ici, et le motif pour lequel Lévinas le cite, c'est qu'il met le moi au centre et non plus la nature, le cosmos, une explication de l'univers, mais bien la personne humaine, le problème moral, éthique, les rapports humains. Là, il a fait un travail de pilonnier. Depuis Descartes, la philosophie est devenue majoritairement occupée de la personne humaine, c'est tout un gain. C'est venu quiproquo à propos de textes que je vous lis. Pour ce qu'alors, Descartes qui parle, à ce moment-là, je m'ennuyais dans mon poil, dit-il. C'était l'hiver, il était officier dans les armées du roi et il avait la chance d'être chauffé, mais il s'ennuyait dans son garnison là-bas et alors il s'est mis à réfléchir et à faire de la philosophie.
Vous voyez, le genre de philosophe qu'il est, quand il s'ennuie, il fait de la philo. Merci. Pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, c'est solennel, hein, et le discours de la méthode, mais ça c'est un scientifique de grand calibre, va-t-il faire croire? Pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute. C'est le fameux doute cartésien. Il doute de manière merveilleuse, n'est-ce pas? En fait, il va douter de manière bien excessive et tout à fait maladroite, mais on n'y a vu que du feu. Je vais rejeter tout ce que, en je crois, je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. 3 points d'exclamation. Je veux de l'absolument certain. Faites ma conscience, je vais vous dire la vérité. Et alors il met son doute en œuvre en trois temps, à cause que nos sens, nos 5 sens, nous trompent quelquefois. Vous êtes déjà arrivé de vous tromper de bus, hein? Pourtant j'avais bien vu. Eh bien, nos 5 sens nous trompent quelquefois. Je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Donc, mes 5 sens à la trappe. Et, deuxième coup de balai, pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, en déduisant, en faisant de la métaphysique, même touchant, imaginez un peu, des gens qui se trompent, même touchant les plus simples manières de géométrie. Non, non, là, ça dépasse l'imagination. Enfin, quelqu'un qui se trompe en géométrie, vous avez déjà vu ça, se tromper en géométrie, mais il n'y a pas plus évident pour le géomètre Descartes, évidemment, il n'y a pas plus évident, limpide et translucide que la géométrie. Enfin, il existe des gens qui se trompent en géométrie, et ils font alors des syllogismes, des paralogismes au lieu de syllogismes, jugeant, ici il est délicieux. Donc lui, qui est champion en géométrie de manière géniale, jugeant, il baisse de ton, hein. Il y a des gens qui se trompent en géométrie. Ah, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre. C'est jamais vrai ça, je me suis jamais trompé en géométrie, ça ne peut pas m'arriver, il n'y a pas moyen. Jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre. Je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration. Et enfin, 3e coup de balai, 3e doute. Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent venir quand nous dormons, sans qu'il n'y en ait aucune pour l'heure qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes, point, fin du doute cartésien. Alors là, il ne reste plus rien, hein? Les 5 sens, toute la géométrie, toute la métaphysique, et puis finalement, il se demande s'il n'est pas en train de rêver éveillé, il n'y a plus rien qui tient. Ne croyez pas que c'est dramatique, parce qu'il y a un petit mot qui vous montre qu'il est en train de jouer la comédie. Je résolus de feindre que toute chose qui m'était jamais entrée à l'esprit n'était non plus vraie que les illusions de mes songes. Je vais feindre, je fais semblant de douter. Je n'ai pas douté une seconde, mais pour la galerie et pour le succès de librairie, je vais feindre d'accuser ce doute et de douter plus que quiconque sur terre d'être le doute personnifié. Le doute, c'est devenu célèbre, le doute cartésien. Si vous doutez autant que Descartes, alors vous arriverez à la vérité sûre et certaine, bien entendu, mais y arrivera-t-on? Ah, ça c'est la suite du texte, aussitôt après, au moment où il dit « je ne crois plus en rien, je suis en train de rêver », quand il vous dit qu'il est en train de rêver, on dit « oui, là, évidemment, il vit des vagues, il exagère ». Eh bien non, excusez de vous décevoir, mais vous êtes peut-être en train de rêver. Vous ne vous en apercevrez qu'en vous rayant après. Pendant qu'on rêve, on vit la chose. C'est du vécu. J'ai vécu ça. Et heureusement, le rêve a pris fin et j'ai vu que ce n'était qu'un rêve. Mais ça, c'est après. Qui vous dit que ce n'est pas après, dans 2-3 minutes, quand j'arrêterai, que vous direz « ouf, le cauchemar est terminé ». Point d'interrogation. C'est Merleau-Ponty qui donne. Merleau-Ponty est un excellent philosophe français du XXe siècle, un peu plus jeune que Nabert,
un peu plus... Non, il doit avoir le même âge que Lévinas, mais il est mort en 61, Merleau-Ponty. Il disait la différence entre le rêve et l'éveil et la réalité n'est qu'une différence non pas de nature, mais de régularité. Il n'y a pas un monde de différence entre le rêve et la réalité. Il y a une différence de régularité, de fréquence. Et ça, Pascal l'avait déjà senti. Pascal, qui est le rival de Descartes, qui est aussi mathématicien que lui, mais Pascal qui est doté de l'esprit de finesse, dit-il lui-même, par opposition à l'esprit de géométrie d'un certain citoyen Descartes, qui n'est que géomètre. Le Pascal imagine un savetier, un fabricant de savates, de slash, on dirait en Belgique, qui recoud donc des pantoufles et des souliers, et qui a un tout petit métier dans un petit établi de rien du tout, où il fait glacial en hiver et étouffant en été. Et Pascal imagine que ce petit savetier rêve toutes les nuits, mais rêve en continu. C'est-à-dire qu'il reprend le rêve de la veille et le continue, et il rêve, dit Pascal, d'être un gentilhomme qui parcourt le monde avec son épée au côté et accumule les œuvres de gloire d'un chevalier moyenâgeux. Question de Pascal, quelle sera la vraie vie pour ce monsieur? Ces petits travaux répétitifs, laborieux, mal payés de la journée, ou ces hauts faits d'armes de cap et d'épée pendant la nuit? Quelle sera la vraie vie pour ce monsieur? Pascal vous laisse la réponse. Donc, c'est cocasse au moment où Descartes imagine qu'il rêve, et où évidemment on s'esclave, oui, comment est-il possible de confondre les deux? Non, non, il y aurait très bien moyen de confondre, ce n'est qu'une question de fréquence. Aussitôt après, il va répondre à son doute, aussitôt après ces 3 coups de balai appelés doute cartésien, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fût quelque chose. Voilà le moi qui a fait son succès. Et remarquant que cette vérité, double point, je pense donc je suis, était si ferme et si rassurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir, cette vérité-là, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Point. Attention, je pense donc je suis, excusez, vous en pensez ce que vous voulez. Valéry, lui, dit, il aimait bien se moquer de Descartes, Valéry. Il dit, parfois je pense, parfois je suis. C'est tout aussi probable. Mais enfin, l'important, c'est qu'il y a le moi là-dedans, et je pense et je suis, c'est ça qui a été un coup de trompette qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui dans la philosophie. Le biocentrisme des animaux, des vivants, qui devient l'égocentrisme de la philosophie tournant autour du problème du moi. Nous sommes en train d'essayer de justifier ce moi et sa liberté. Au moment où il dit « je pense donc je suis », il termine la phrase et il avoue qu'il n'a rien compris, qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit, parce qu'il dit « je vais considérer cette vérité-là, je pense donc je suis », comme le premier principe de la philosophie que je cherchais, cela veut dire qu'il cherche une métaphysique comme ceux qu'il critique. Il était exactement sur la même longueur d'onde. Il va construire à son tour une philosophie qui est un système cohérent, voire universel, qui explique toute chose, qui explique ma liberté et qui supprime par le fait même cette liberté. Je ne suis plus qu'une marionnette. Il a trouvé l'argument pour parer à cette philosophie naturaliste, cosmologique, métaphysique. Il a l'argument, je pense, donc il y a le moi là-devant qui proteste, et non,
il va, à partir de ce moi, construire un édifice, avec à partir de ce premier principe, construire une philosophie édifiante, une philosophie édifice, que malgré tout il cherche, il retrouve ce qu'il a appris dans sa jeunesse, une philosophie métaphysique qui est un système. Avec le moi, on sort du système, on met en question le système, et c'est ce que Lévinas va faire. Devant le moi, l'histoire est jugée. Le moi est plus fort que l'histoire et toutes ses évidences. Et Descartes le découvre, mais n'en tient pas compte, ne se rend pas compte, et continue à chercher une philosophie qui explique tout par une raison impersonnelle. C'est le mot qui était au bas de la page 59. Nous allons terminer là-dessus. Le non-moi, l'opposition, dit-il à la ligne 36, l'opposition du moi et du non, l'opposition, donc la différence, le fait que le moi conteste le non-moi. L'opposition du moi et du non-moi s'évanouit à l'intérieur, au sein d'une raison universelle, d'une raison cartésienne. Et Descartes aurait voulu, je ne sais pas s'il aurait voulu, mais enfin, a servi à remplacer la philosophie cosmologique par une philosophie du sujet. Il n'y a pas été fidèle lui-même, comme nous verrons la semaine prochaine chez Lévinas, après avoir relu ces pages, je vous le souhaite, chaque jour un petit peu pour s'y familiariser. On ne fait qu'y gagner. Merci de votre écoute. Bye bye. Merci aussi. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci Luc, merci Ludovic. Merci. Merci et bonne journée. Merci Ludovic. Et donc, effectivement, à la semaine prochaine. Et puis voilà, pour ceux qui veulent, ce soir, il y a Liliane Vanna qui sera avec nous en Zoom aussi. Et demain soir, Isabelle Tellerman qui va nous raconter un petit peu l'histoire du chassidisme. Ah oui. Voilà. C'est aussi une petite conférence que je vous conseille, qui est très intéressante. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent appétit et une bonne après-midi. Oui, et à la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Luc. Oui. Jean-Marie. Au revoir. Oui, Jean-Marie. Est-ce que tu pourrais m'envoyer les feuilles de la semaine passée? D'accord, je vais envoyer le complet. Et donc, je me demandais si je peux envoyer les documents en documents partagés, parce que sinon, c'est tellement lourd que ça doit partir en 3-4 mails. Oui. Donc, le document partagé, c'est relativement simple. C'est donc, je le mets sur une mémoire externe et j'envoie un lien à laquelle, voilà, et il faut cliquer sur le lien pour y avoir accès. Et puis de là, on peut donc télécharger et on peut imprimer aussi. Voilà. Ça va. C'est quoi Ok. Merci bien. votre adresse mail? Allô? Donc, oui, l'adresse mail, c'est quoi? Jean-Marie, en un mot. Ah oui, Jean-Marie. Point. Oui. Moreau. Voilà. Hotmail.be. Ok, je ferai ça. Merci bien. De rien. Au revoir. Au revoir. Ouais. Quitter, c'est là que je dois regarder. Attends, où est-ce que je suis? Je ne trouve plus rien, moi. Ah.